Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, qu'on retrouve sur les principales applications, entre autres le site phare, c'est-à-dire gillesparent.com. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez même nous envoyer des messages vocaux. Maintenant, on est tellement moderne, c'est incroyable. Merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai un invité qui, je ne sais pas si lui, vous le connaissez, mais ses entreprises, c'est assez clair que vous les connaissez. Vous avez peut-être remarqué que dans les podcasts que je fais à chaque semaine sur gillesparent.com, ça arrive souvent qu'on a des gens d'affaires, puis beaucoup dans la restauration aussi, qui est un fleuron, qui est une force de la Ville de Québec et de la région de Québec. Alors aujourd'hui, je reçois Jérôme Turgeon. Bonjour Jérôme. Bonjour Gilles. Ça va bien? Très bien. Content de te recevoir. On va parler des Cafés Smith. Parce que moi, personnellement, écoute, c'est quasiment omnibulation de ma part. Depuis 2 ans, je me dis, faut que je parle. J'y regarde grandir. Je tourne le coin de la rue, il y en a un autre. J'arrive sur les plaines, il y en a un autre. Je vois devant l'Université Laval. Pour moi, c'est un coup de circuit. Tu m'en parleras tantôt. Mais le premier au complet d'un édifice devant l'Université Laval. Alors, je me suis dit, ça développe. C'est un monde où il y a de la compétition quand même. Fait que je me suis dit, on va essayer de comprendre. Démocratiser ce que c'est. Oui, mais en fait, la première chose, c'est que t'as l'air à bien aller, t'es en forme? En pleine forme. Occupé pas pire quand même, j'imagine. Bien, partons de la base, parce que je pense que c'est intéressant pour tout le monde. D'où vient l'idée des Cafés Smith? En fait, c'est simplement une opportunité d'affaires que j'ai eue comme entrepreneur. On est toujours à l'affût de certaines situations, une position forte. Et moi, comme commerçant dans le Vieux-Québec depuis 2002. Donc, commerçait quoi, là, avant? Alors, initialement, j'ai eu une première vie. On était marchands, nous, d'art autochtone. Alors, très niché. Et c'est simplement une opportunité que j'ai eue. Sur Petit Champlain, par exemple? J'étais sur la rue Soulfort. OK, c'est vrai. Donc, vraiment le quartier du Petit Champlain et Place Royale. Et une opportunité d'affaires. Donc, mon histoire commence simplement. Je suis un entrepreneur. Parfait. Natif de l'île d'Orléans. J'ai commencé comme petit cul à 5 ans à vendre de la limonade sur le coin de la rue comme n'importe quel petit cul, mais j'aimais ça vendre la limonade. Moi, t'avais un côté vendeur en toi, oui, un plaisir. Oui, OK, parfait. Donc, suite à ça, je fais mes études, évidemment, en administration. Après ça, je bifurque un peu vers l'horticulture. Je m'en vais faire de l'aménagement paysager en tant qu'étudiant. Et à la fin de ma formation en marketing, mon stage a été d'ouvrir mon premier commerce sur l'île d'Orléans en 99. Okay. Donc, c'est la genèse de mon expérience commerciale. C'était un stage qui aurait pu être juste théorique à l'université, mais que tu as décidé de le faire. Un peu comme mon fils qui a fait... Il a lancé un système de nettoyage de piscine parce qu'il devait faire créer une compagnie, puis du temps qu'à créer, on va le faire. Puis finalement, aujourd'hui, il est rendu avec une très grosse business à travers le Québec. Comme quoi, ça peut aussi développer. Alors, c'est vraiment ça. Alors, moi, en tant que mon directeur de stage, j'ouvre mon premier commerce qui était sur l'île d'Orléans. Donc, je rachète une ancienne épicerie que je convertis en commerce de détail sur l'île et commence l'aventure de... Un genre de magasin général ou quoi? Un magasin plus souvenirs, vêtements, artisans de la place, produits du terroir. Un peu de tout. Un peu de tout. Alors, sur l'île d'Orléans, on connaissait très bien l'achalandage touristique qu'il y avait, mais parallèlement à ça, les périodes tranquilles, en étant ce qui était sur l'île... C'est-tu l'hiver, ça? On s'ennuie pas mal. Oui, moi, je me regardais aller, 25 ans, sur mon île, 15 janvier, pas grand monde là. C'est tôt pour la retraite, mettons. Exact. Fait que mon hyperactivité m'a amené à regarder d'autres opportunités. On avait des gens dans le milieu du Petit Champlain qui avaient leur commerce. Alors, on a eu l'opportunité de racheter. Je connaissais rien à l'art autochtone, rien aux plumes, rien à la fourrure. Alors, je partais encore une fois. J'ai appris mon métier, qu'est-ce que c'était que l'art de faire du commerce de détail. Et donc, l'aventure se lance en 2002-2003. Pour, par la suite, exploiter ces commerces-là où j'allais très bien. On avait un bon chiffre d'affaires, ça marchait. Et on a eu, quand la stabilité comme entrepreneur s'installe, tu vas avoir d'autres défis. Alors, me connaissant, j'étais un gars de défi. Alors, il y a une opportunité sur Place Royale, directement dans le cœur du Petit Champlain, à côté de la petite église. Il y a un espace exceptionnel qui se libère, qui est l'ancienne épicerie Breton. Donc, je me rappelle très bien. Breton, 60 ans de commerce sur Place Royale. Puis un beau magasin. Beau magasin. Alors, évidemment que quand tu connais le marché touristique, naturellement, la position stratégique, tu sais, dans le commerce de détail, c'est la localisation. Là. C'est location, location. Ça changera jamais. Donc, fallait vraiment pas être bon pour que ça marche pas. Quand tu as 2,5 millions de personnes qui passent devant toi, fallait vraiment que je sois pas bon pour que ça marche pas. Puis même si j'avais été pas bon, ça marchait. Mais est-ce que quand tu vois ça, est-ce que tu dis, je garde le même magasin ou je vais mettre ça à ma main? C'est un strip complet. On part à neuf. On part à neuf. Puis moi, je promenais pas du tout du milieu de la restauration, malgré le fait que mes parents sont propriétaires d'un
auberge sur l'île. Donc, OK. je ne le nommerai pas, mais c'est Mais vas-y, Goéliche. la Goéliche, Alors, la OK. Goéliche. J'ai été élevé dans un milieu entrepreneurial. Est-ce que tu as aussi. travaillé à la Goéliche? J'ai pas travaillé spécifiquement, oui, un peu à l'entretien, mais jamais comme OK, serveur. Ça OK. m'a j'ai toujours dit à mes parents, jamais je n'aurai de restaurant. Et malheureusement, maintenant, j'en ai 12. Alors, étrangement, il y a un côté, je suis cordonnier mal chaussé. Alors, je reviens sur Place Royale en 2013. Je me dis, qu'est-ce que ça prend pour ouvrir un commerce là? C'est quoi le concept qui est. Et est-ce qu'il y a une question, genre, qu'est-ce qui n'est pas offert autour? Je vais essayer d'en faire. Ben, initialement, dans le milieu, il y avait quand même une offre touristique intéressante. Il y avait le groupe Resto Plaisir qui était présent avec le petit cochon dingue, tout l'ensemble. Mais il n'y avait pas une offre spécifique de coffee shop. Puis il faut se remettre, il y a 12 ans, ben, le coffee shop est en train de se démocratiser. Donc, il y avait une culture du café qui était en pleine construction. Et au fur et à mesure... C'était la montée de Starbucks, mettons, internationale. Moi, je sais, mais la montée... Mais exactement, la culture du café était vraiment le lancement de plus en plus de cafés indépendants. Starbucks était quand même très, très niché, mais le café indépendant était en train de grandir. Donc, je me dis, qu'est-ce que ça prend sur Place Royale? Ben, pourquoi pas un café de la place? OK. Mais au début, c'était vraiment, on ratissait large. Tu avais Coffee Shop, oui, la machine à café. J'avais également la crème glacée molle. Donc, on avait un bar laitier. On avait une portion chocolaterie. On ratissait, on en avait même des œufs, du lait puis de la crème parce que c'était une exigence du milieu d'avoir encore l'offre alimentaire. Mais ça te permettait peut-être de travailler 12 mois à ce moment-là. Oui. Mais l'hiver, c'est moins fort. Une douzaine d'œufs, la marge bénéficiaire pour payer les espaces que l'on a, c'était assez limité. Ouais. Alors, la douzaine d'œufs et la pinte de lait, là, c'est pas notre gagne-pain principal. Donc, l'aventure Smith naît comme ça. Pourquoi Smith? Oui. Ben, on a ouvert dans la maison Smith de M. Smith, qui est resté là en 1796. Est-ce qu'il y avait un lien avec le café, lui? Pas du tout. Zéro. C'est un marchand de la place. Oui, la première place où tu t'installes vraiment, c'est la maison Smith. Exactement. Donc, un petit clin d'œil historique. La maison a été construite en 1653. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve sur l'enseigne depuis 1653. Donc, le lotissement de la maison date de 1653. Mais M. Smith, lui, est resté là en 1796. Il a passé environ 100 ans là, toute sa génération a passé 100 ans dans le giron de Place Royale. OK. Donc, l'aventure part comme ça en 2013, en ne sachant pas qu'est-ce qui m'attendait, puis en n'ayant pas nécessairement un plan de carrière bien défini. Tu n'étais pas un caféier, tu n'étais pas un gars... zéro. Je n'étais pas un gars de café. Je ne buvais même pas de café initialement en 2013. OK. Je ne connaissais zéro du milieu. Et évidemment que ce que l'on aime comme entrepreneur, ben, c'est d'apprendre. Je suis curieux de nature, très, très curieux. J'aime me sortir de ma zone de confort et également sortir de la zone de confort des gens qui m'accompagnent. Mais l'expérience et de la famille, d'une certaine façon, pour l'entrepreneuriat et toi-même, ça t'aide. Là. Complètement. Tu prends des décisions éclairées. Dans le fond, il y a une logique là-dedans. Tu dis, la curiosité, oui, mais en même temps, il y a une logique entrepreneuriale, des choses que tu sais que tu feras pas ou ton volume va être où. J'imagine que tu commences déjà à dire, ça va être quoi mon pain et mon beurre dans ça? Exactement. Donc, il y avait un carcan bien établi en 2013, mais la version améliorée de ce que vous connaissez maintenant est loin de la première version. Là. Je vous annonce que si vous étiez encore témoin de la première version, peut-être que vous fréquenteriez moins l'institution Smith. Dis-moi, Jérôme, est-ce que tu te rappelles de la première journée où tu as opéré dans ton... Ça, c'est notable. Ben, faut que tu m'en parles, parce que c'est sûr que ça a marqué ta vie. Là. Ben oui, parce que les gens qui me côtoient dans ma proximité savent très bien qu'il n'y a pas grand-chose qui m'arrête et d'ouvrir dans la perfection totale, ça n'existe pas. Moi, je me souviens, je dis là, on sent toujours l'excitation d'une ouverture. Les gens sont hâte d'ouvrir, mais ils veulent que tout soit parfait quand tu fais ton ménage final. Mais je t'annonce que moi, c'est pas ça. Alors, on a ouvert. Je dis, on va faire un soft opening, mais on s'attendait pas que ça soit si soft que ça. Alors, là, j'en avais marre d'être dans le barda. J'ai décidé d'enlever, tout retirer les placards de la fenêtre et de construire au fur et à mesure et de m'imprégner de ce que les gens vivaient. Alors, j'ai ouvert. Mais on n'avait pas la machine à café qui était calibrée, les chocolats n'étaient pas tous placés, les gens étaient dans un mess complet. Et ça a été quand même la genèse de cette aventure-là. Et la magie, c'est que les gens nous nourrissaient de cette atmosphère en disant « Wow, c'est exceptionnel ce que vous faites », mais en étant dans un... Là, tu regardes autour, qu'est-ce que je fais? Dans une imperfection complète. Et à travers l'ensemble des ouvertures, c'est régulièrement comme ça parce que je me nourris encore. J'étais à Cap-Rouge hier et j'ai accueilli des clients qui voulaient juste être curieux de quoi ça aurait l'air, la succursale de Cap-Rouge. Mais je m'imprègne de ça. Elle va être où, elle, physiquement? Elle va être sur Saint-Félix. Saint-Félix, OK. Saint-Félix, vraiment dans le quartier historique du Tricor. OK. On est vraiment content. La genèse de cette ouverture-là, on m'en parle encore, puis on sait bien toute urgente, tu rouvres à travers des boîtes, ton déménagement n'est pas fini, mais là, tu es tellement excité d'avoir du monde avec toi pour t'animer, ben j'ouvre. Qu'est-ce qui t'a amené à bifurquer presque à 100%? Ben, et autres, mais sur le café?
En fait, Tu as été de même mettons, à Place Royale un bout de temps avant de focusser sur le café? En fait, j'ai opéré mes magasins autochtones de 2013 jusqu'on a fermé, ils n'ont pas passé à travers la pandémie. Donc, on a fermé 2020? En 2020. OK. Et la bifurcation, j'ai trouvé un commerce et une activité qui nous ressemble beaucoup, qui me ressemble au niveau de l'interaction, l'adrénaline que génère la restauration rapide, le contact client. Donc, souvent dans un café, les gens sont peut-être pas conscients, mais ce que ça donne, donc, on offre beaucoup de plaisir à la clientèle, on offre un accueil, on offre une hospitalité, on donne des services conseils. Donc, cette relation-là d'intimité, d'offrir un café à chaque matin à la même personne, on développe une satisfaction au quotidien. Fait que les commis qui y sont, nous, notre côté également, donc il y a vraiment, c'est nourrissant, ces relations humaines-là. Oui, mais t'aimes ça? Ben oui. C'est certain que ce que j'inculque à la gang, ben c'est exactement ça. Fait que vous devez avoir la capacité d'accueil. Dis-moi, Jérôme, quand tu avances là-dedans, puis je vois bien l'intelligence d'affaires qui t'anime, est-ce que tu dis, à un moment donné, il faudrait peut-être j'aille chercher du monde qui connaisse vraiment plus ce café que moi? Juste pour voir qu'est-ce que je vais développer. Est-ce que je vais avoir mon propre café? Est-ce que, tu sais, juste pour... En fait, dans l'histoire, la genèse... Parlons du café un peu. On a commencé initialement, nous étions des opérateurs de café. Parfait. Donc, on ouvre en 2013 sur Place Royale. Oui. 2015, encore une fois, il y a une belle opportunité qui se présente tout juste en face de l'Hôtel de Ville. Et la version améliorée, le Smith 2.0 est né de là. OK. Donc, on là, tu as une coche en haut, l'image, la patente. Là, on s'adresse à une clientèle mixte. Donc, on a la clientèle touristique dans le secteur de l'Hôtel de Ville, mais également la clientèle locaux. Oui. Les locaux qui y travaillent, la clientèle locale qui est là, oui. qui vient travailler dans le milieu, tu sais, les gens de l'Hôtel de Ville, les fonctionnaires, l'équipe Simons, tout le monde était vraiment d'anciens au niveau du... il y avait un besoin là. Il y avait un besoin, et ça a été un succès tout de suite. Mais s'il avait vécu la première version, d'après moi, le succès aurait été éphémère. Donc, à partir de ce moment-là... Non, mais t'as appris de ça. Ben oui, ça t'a permis de faire des erreurs sans trop te faire mal. Au départ, t'es d'accord? Aujourd'hui, tu dois le voir. Là, on contrôle l'entièreté des opérations, mais initialement, on développait nos compétences, développait la mais ça, c'est plus... Commerce. Le deuxième, c'est plus un café-café. C'est un café shop. Lui, okay. On avait déterminé qu'est-ce que serait le format final d'un café shop. Donc, actuellement, et toi, est-ce que t'es meilleur avec le café? Est-ce que tu connais plus ça rendu là? Complètement, oui. C'est certain que... Mais t'as appris comment? À force d'en faire, en fait, là, on réinvente pas la roue. Là. Faire du café, là, c'est faire du café. De faire de la caféine pour faire de la caféine, c'est quelque chose. Mais ce que je dis souvent aux équipiers, je dis, vous devez faire vivre l'expérience café. Donc, l'expérience café, c'est beaucoup plus dans le relationnel. Oui. Comment le faire vivre? Parce que je pense que n'importe quel café shop peut faire un bon café. Oui. Mais de le faire vivre, le café, à la couleur que ça doit avoir, dans l'accueil. L'identité du café, c'est l'expérience. C'est exactement ça. Parce que café pour café, tout le monde peut faire un bon café. Mais c'est tout l'amour qu'on y donne lors de la transaction, c'est vraiment ce qui est primordial. Parce que si vous voulez juste avoir de la caféine, il y a plusieurs autres chaînes de café qui font un excellent café. Tu es en train de nous dire que Café Smith, la relation humaine, la relation avec les clients, c'est fondamental. Ben, je pense que c'est la clé du succès également. C'est que, évidemment, que un coffee shop, il y a un sentiment d'appropriation très fort de la part de la clientèle. C'est leur café. Donc, ne changez pas la recette de notre café. Donc, ça fait également partie de ce qui on est. Fait que les gens qui fréquentent chez nous, nos établissements, se retrouvent dans ce cadre-là, peu importe si c'est à Charlebourg, peu importe si c'est à Sainte-Foy, ils retrouvent toujours cette atmosphère-là. S'ils viennent à Limoilou, c'est vraiment une porte d'entrée, une carte de visite qui est importante chez nous. J'ai l'impression que le développement s'est fait à vitesse grand V. Je me revirais de bord, on avait un autre ouvert. Est-ce que tu te sentais condamné à développer, à grandir? En fait... ça peut pas être juste des opportunités, c'est ça que tu vas me dire? En fait, les opportunités, on les crée. Comme entrepreneur, moi, c'est créer une opportunité. Donc, on a vraiment... Ce qui était atypique chez nous, c'est qu'on a ouvert nos 3 premières succursales dans un rayon de même pas 800 mètres. Hein? On a ouvert sur Place Royale, sur Desjardins près de l'Hôtel de Ville, et le 3e sur la rue Saint-Jean. Oui. Donc, comme gestionnaire, qui n'avait pas nécessairement toute une structure qui nous permet de gérer l'opération de tout day, ben, nous étions capables de gérer une équipe qui est passée de 26 à 80 dans un... La proximité faisait-tu que tu peux te promener d'une place à l'autre? Au début, j'allais livrer mes sandwichs. Je manque de napkin, je manque de sandwich. On avait toujours un coursier, même moi le coursier, je partais avec mes sandwichs. Bang. T'en manques, moi les t'emporter. Exactement. Okay. On manque de lait, je partais avec mes caisses de lait, les porter du lait de l'autre bord. Fait qu'à un moment donné, ça faisait partie de la facilité opérante et qui amène une économies d'échelle. Et parallèlement à ça, s'il y avait des problèmes de staff, d'employés, ben on pouvait faire des... Oui. Donc, ça a été vraiment l'élément qui était facile de se faire vraiment un bassin et une analyse de marché très rapide.
rapide. Mais à partir de ce moment-là, les opportunités sont venues. Tu vois la flexibilité que ta formule peut permettre, c'est-à-dire, et les employés, d'une place à l'autre, c'est à peu près les mêmes connaissances que ça prend, même spirit que tu sais, dans le fond, tu parles à l'équipe pour transmettre tes valeurs, puis les valeurs de l'entreprise. Fait que finalement, tu te dis, on peut le reproduire ailleurs. Exact. Fait que, donc, cette reproduction-là, mais là, ce qu'on a fait avec une vitesse aussi grande de croissance, ben là, on a ouvert en 2017 les deux établissements, une sur Saint-Jean et l'autre sur l'île d'Orléans. Et c'est sur l'île qu'on a commencé à torréfier le café. OK. Donc, la base de café, c'est là-bas, c'est l'île. C'était l'île. Après ça a tellement grandi vite que notre capacité de production sur l'île devenait de plus en plus limitée. J'avais des enjeux aussi avec les voisinages, là, parce qu'on s'entend que la torréfaction amène des enjeux, il y a des odeurs récurrentes qui sont là. Donc, ça sent bon, le café, quand même. Bon, mais 8 heures par jour, ça devient un peu dérangeant. Oui, par respect pour le monde autour, je te dis... La facilité d'opération. Donc, à partir de 2019... Donc, on a commencé à torréfier. Puis encore là, je ne savais pas torréfier en 2017. C'était pas toi qui faisais ça, là? Ben oui. On a développé encore notre expertise, mais encore une fois, je l'ai dit en Non, mais en même temps, je vois ta curiosité, ça devait être intéressant pour toi. Tu apprenais de quoi? Ben, tout à fait. Puis moi, j'avais jamais torréfié ça du café, là. Je savais un peu la base de ce que c'était. Alors, je me suis permis d'acheter un torréfacteur. Et j'ai installé un torréfacteur et j'ai fait une cuisson de café improvisée en voyant... La première devait pas être parfaite, j'imagine? C'était pas parfait. Soyons honnêtes. Mais c'est ça, l'apprentissage. Ben voilà. Alors, on a fait la torréfaction. Mais après, par la suite, là, il y a des gens qui sont venus. On est allé chercher des gens à l'interne pour qu'ils développent leur expertise à l'intérieur même de ma boîte. Je ne suis pas allé chercher un torréfacteur externe. Non. Ce que j'aime chez nous, c'est de développer des talents à l'interne. Donc, tu peux grandir chez Café Smith à l'intérieur même de l'entreprise. C'est la clé. C'est la clé. T'en as qui sont là depuis longtemps, j'imagine déjà. En fait, toute la structure de l'entreprise, donc on parle de Mathilde Plante, qui est ma copropriétaire avec moi, qui était intégrée dans l'organisation récemment. Mathilde m'accompagne avant même d'avoir ouvert les cafés. OK, parfait. Donc, Mathilde m'a accompagné comme gestionnaire dans nos magasins autochtones. Puis elle a eu l'intelligence ou la folie de m'accompagner, à savoir, il faudrait poser la question et de vivre cette expérience-là, d'apprendre ensemble et de sortir de cette zone de confort-là que l'on maîtrisait. J'ai dit, t'as-tu goût de vivre l'aventure avec moi? Elle a dit oui. Ben alors, allons-y. Puis on n'a jamais un grand plan de carrière, puis on n'a jamais... Mathilde vient du milieu plus de l'archéologie. Moi, je viens de l'administration, oui, mais je suis vraiment plus un autodidacte je suis un gars d'opération purement. Tu n'as jamais rêvé d'avoir une entreprise, il y aurait 12 restaurants en 2025, là. Zéro. Ça fait partie de ce qui on est. Évidemment que avec le recul, je suis fier de ce qu'on a accompli. Mais oui, j'ai jamais eu grand... Moi, là, ma gang, ils savent, le plan, c'est pas de plan. Alors, le plan, ce n'est pas de plan. Évidemment qu'au quotidien, on a des plans stratégiques. Oui, je comprends. Mon plan de carrière de développement, là, actuellement, on a 12 succursales. Il y a 5 ans, je disais, on n'aura pas d'autres. On était rendu à 7 succursales. Puis là, 5 ans plus tard, on est rendu là, tu en ouvres une autre. On ouvre une autre. Puis il n'y a rien qui dit qu'il n'y en aura pas d'autres. Il n'y a rien qui dit qu'il n'y en aura pas d'autres. Et c'est vous qui regardez pour en trouver ou on vous sollicite? C'est un mélange des deux? La sollicitation est quand même constante. C'est sûr. On arrête quoi pour toi, là? Tout le temps. Il y a toujours des cas. Toi, tu vas-tu avec l'intuition à ce moment-là, Jérôme? Le feeling. Tu sais, quand on dit le gut feeling, exactement, tu le sens ou tu le sens pas? C'est ça. Puis notre modèle d'affaires change. Là, moi, j'aime aussi investir dans l'immobilier. Donc, je suis devenu propriétaire de mes bâtiments. Fait qu'on achète nos bâtiments, on les rénove, on leur donne une plus-value. Fait que ça fait partie un peu de l'opportunité immobilière qui vient avec. Mais si j'ai une position stratégique, notons, supposons celle de Sainte-Foy, qui est un positionnement hyper stratégique. En face d'université? En face d'université. C'est fou, là. Ben là, cette opportunité-là, avec la mixité commerciale. C'est quoi ton piétage, là? Ça doit être grand, pas mal. 5500 pieds carrés. Donc, c'est un peu atypique, là. Oui, mais moi, je me dis le positionnement. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma blonde, je le dis, là, j'ai dit, c'est un coup de circuit. Puis on va voir, mais mon fils, qui était, là, il est rendu plus en résidence parce qu'il étudiait en médecine, mais il allait faire un tour avec ses amis. Puis il dit, faut quasiment réserver tellement que ça marche. Ouais, c'est encore comme ça. Amène d'autres. Oui, ça marche. Très problématique. Alors, la problématique de récurrence, évidemment que la personne, donc moi j'entends souvent, il faut y aller de bonne heure chez Smith, sinon on n'aura pas d'espace. Donc, on se c'est un beau problème, là. C'est un beau problème. Donc, il y a de l'éducation beaucoup à faire aussi avec les étudiants. Donc, à chaque rentrée scolaire, il y aurait évidemment un retour en force des étudiants. Mais moi, j'ai une question très précise là-dessus parce que je me dis c'est très touché ce que je vais te demander, mais je ne sais pas si ça se fait. Tu vas me voir venir 100 000 à ronde. Si moi, on est 2 étudiants, puis on a pris un café, puis ça fait 7 heures qu'on est assis là, y a-t-il quelqu'un qui va aller leur dire, écoutez... Tu comprends la question? Je comprends très bien parce que je me fais souvent d'espace. OK, alors, logiquement, on a instauré récemment, pour évidemment que l'achalandage, moi, j'aime mieux un café plein qu'un café vide. Alors, je comprends. J'invite les gens, évidemment que ça fait partie de
l'expérience que les gens veulent avoir, des cerveaux en fusion comme ça qui s'installent et qui étudient. C'est vraiment ça, hein? C'est magnifique. Même c'est beau. C'est magnifique. Des laptops ouverts partout. Exactement, mais évidemment que la personne qui veut prendre un café, la personne un peu plus mature, qui ont une carrière, mais qui ont droit de partir, puis il y a un travail comme à moi, faire. une personne d'un certain âge. Je me retrouve pas. Mais je me retrouve pas, mais il y a d'autres personnes qui adhèrent à ça. Alors, ce qu'on a mis en place, évidemment qu'on a une durée de Wi-Fi, donc il y a des codes Wi-Fi qu'au bout de 3 heures, ils doivent venir reconsommer, mais on a tellement d'espace qu'on est capable d'absorber cette personne. Mais je trouve ça brillant de faire ça. Au lieu de dire, ben, à l'époque, on disait le McDo, on était tellement mal assis qu'il s'organisait pour que le monde reste pas longtemps. Je sais pas si c'était vrai, mais oui, ça devait être un peu vrai. Mais dans votre cas, c'est pas le cas parce que vous jouez le côté quasi, une belle place, puis c'est jeune. Mais tu sais, cette clientèle-là, au début, on a eu beaucoup d'enjeux. Les jeunes arrivent avec leur lunch, les jeunes arrivent avec leur... J'ai déjà vu quelqu'un qui s'est fait livrer de la pizza. Mais non, pas chez vous. Ben complètement. Là, j'y ai fait un cours 101 sur ce que c'est que le managing, puis malheureusement, la dite personne étudiait en gestion. Arrête. T'as appelé son prof pour y mettre 0? Un cours 101 de ce que c'est que la gestion. Non, en même temps, c'est de la logique, là, tu sais. Mais c'est pas un cas qui est si fréquent, C'est pas fréquent, puis je pense que les gens sont assez conciliants pour faire prendre conscience aux autres personnes que là, oui, c'est un lieu de consommation parce que là, les gens sont bien, ils ont du Wi-Fi de qualité, ils ont des sièges de qualité, ils ont de la musique, ils ont l'air climatisé. Tout vient avec. Ben, je dis, écoutez, là, il y a des frais, donc ça fait partie. C'est un cover charge déguisé quand vous venez travailler chez nous ou prendre un café. Dis-moi, Jérôme, est-ce qu'il est arrivé dans les débuts, je dirais, que vous ouvrez le café, vous avez le goût de grandir parce qu'il y a des belles opportunités, vous avez un beau modèle. T'as-tu déjà pensé à une sur-offre en disant, il y en a en maudit des cafés? Ou tu y as pensé un peu? Ça t'a pas arrêté, c'est sûr? Non, ça m'arrêtera pas. Évidemment que les gens nous regardaient en disant encore un café, parce que quand on a ouvert sur Limoilou, c'est un peu ce qui est sorti de la Il y en avait d'autres, c'est sûr. Encore un autre. Vous n'auriez pas eu le goût d'ouvrir quelque chose d'autre que la part des cafés, parce qu'on s'entend que la strip de Limoilou, maintenant, il y a beaucoup d'offres de café. Oui. Mais plus, on fera le parallèle avec l'Europe, plus on va dans un milieu qui fonctionne commercialement, plus il y a une densification commerciale qui est forte, et plus les commerçants, les consommateurs trouvent leur niche, et plus ils adhèrent à un concept. Donc, moi, je peux pas convenir à tout le monde qui vient à Limoilou, mais ils peuvent peut-être avoir un autre café shop qui va leur convenir. Donc, moi, ça fait partie de la vivacité marchande de notre espace, puis la compétitivité est saine, puis ça venait juste nous faire un step-on, une qualité de travail, puis une offre de produits adaptée. Ça a été quoi les embûches en développant, parce que vous avez développé Vitesse Grand V, les préoccupations les plus importantes? Préoccupations, ça peut être, j'espère que ça va être ça, ou encore embûches, t'as peu, je n'avais pas pensé à ça. Mettons le financement, vous étiez correct? Financement, ça restera toujours, là, on va faire l'analogie avec la période que l'on a vécue, la période de la pandémie. Évidemment pas parfait, le 13 mars, quand j'ai mis 270 personnes à pied en disant, je suis assis à ma table de conférence, qu'est-ce que je fais? C'est pas ton jour de rêve, là. Par contre, les embûches, oui, il y a toujours des embûches humaines. Là. Ça serait mentir de dire que c'est un long fleuve tranquille. Ben non. Donc, et évidemment, mon mode de managing, c'est que chaque individu est imputable d'un rendement par rapport à leur champ d'expertise. Donc, il y a le département de la torréfaction, le département de l'administration, le département de l'opération. Donc, on est limité souvent aux compétences des gens qui nous accompagnent. Donc, je suis un fan de créer un talent, oui, mais la hauteur du talent, c'est propre à chaque individu. C'est l'enjeu humain, mais parallèlement à ça, on a eu une période aussi d'instabilité au niveau de la structure. C'est quand est-ce qu'on bascule pour avoir assez de personnes pour supporter cette croissance-là? Donc, à un certain moment donné, on était à cheval entre les deux, où tu bascules pour avoir les équipes qui supportent ta croissance, qui supportent... Avoir une bonne rétention de ton personnel. Exactement, pour éviter d'avoir justement, développer des ressources humaines. Le département des ressources humaines, il a fallu monter. Le département de marketing, il a fallu monter. Le département événementiel, tous ces départements-là... Au fil du développement, tout ça s'organisait. Exactement. Donc, mais tu as quand même, à moins que je me trompe, tu as quand même des employés qui doivent être des employés qui sont là de façon temporaire, des étudiants. Oui. Ça, c'est-tu dur à gérer, ça? Ben, là, encore une fois, ça restera toujours de l'humain à gérer. Donc, par contre, j'ai un taux de rétention très fort. On a, ça, c'est bon. Ça veut dire que l'intérêt des individus qui venaient travailler chez nous. Ils aiment ça. Ils aiment ce qu'ils font. On se comprendra que travailler dans un coffee shop, ben, ça fait partie d'une culture. Maintenant, autant les gens qui viennent vivre ce que c'est que le café, ben, ils viennent offrir ce service-là. Donc, ça fait partie de ma culture également de renseigner. Donc, moi, je rencontre individuellement chacun des membres lorsqu'on fait un comité pour sur la mission de l'entreprise. Donc, ils sont tamponnés, sont étiquetés Smith, puis dire maintenant, voici ce que vous devez représenter, puis avoir la fierté de la porter. Fait que cette culture d'entreprise-là
les individus le portent bien, puis on a une rétention. Souvent, les jeunes peuvent rentrer à 17, 18, 19 chez nous, puis ils finissent leur bac, sont après 4, 5, 6 ans. Là. J'ai Rosaline, qui est ma directrice adjointe. Dorénavant, elle a commencé comme étudiante, puis s'est rendue la directrice générale adjointe. Elle pourrait continuer chez vous si elle veut. Ben oui, c'est probable. Là, elle fait sa carrière. Là. Elle a commencé en 2012 avec nous, puis elle est encore avec nous. Puis il y a plusieurs cas dans l'organisation comme ça. Est-ce que les variations, particulièrement cette année et l'année passée, des prix du café, c'est une grosse problématique? Ben nous, ce que l'on fait, c'est qu'on est sorti du marché d'achat géré par les importateurs principaux. Donc, nous, on va faire des voyages à la source dorénavant. Tu vas en Amérique du Sud, mettons. On va en Amérique du Sud, on est allé en Colombie, Salvador, Guatemala, Brésil. Pourquoi? Pour aller justement valider sur le terrain, pour éliminer... La qualité? OK. La qualité, que les individus prennent soin, autant qu'on prend soin de notre monde localement, mais on veut s'assurer que les producteurs prennent soin de leur monde également de la même façon qu'on en prend soin. D'aller valider aussi socialement leur impact, d'aller voir un peu le protocole de production. OK. Et ce que l'on fait, c'est que là, on développe un lien beaucoup plus humain entre le grain et le café qui va être servi dans nos succursales. Tu sais, prenons l'exemple de la SAQ. Tout le monde sait que c'est un monopole au Québec, mais ils vont acheter un peu partout. Puis il faut que tu achètes, faut que tu passes par là. Puis il y a des règles, il y a des lois, il y a des... Bon, est-ce que vous êtes tenu à respecter... Quand tu t'es allé explorer, j'imagine les premières fois, est-ce que tu savais déjà comment ça fonctionnait, l'importation, les règles? On a commencé en faisant affaire à des importateurs locaux. Il y a certains producteurs, des importateurs qui nous fournissent encore. Mais dorénavant, nous, notre maison de torréfaction, et c'est la croissance même de la boîte, c'est qu'on est devenu, on contrôle de A à Z notre approvisionnement. Okay. Donc, quand on est allé sur place, ça l'évite d'avoir multiples individus, parce que juste pour mettre les auditeurs, entre 5 et 7 à 8 personnes peut toucher au grain, donc pour aller chercher une marge bénéficiaire sur le grain au détriment du producteur. Donc, nous, en allant directement il y a moins de monde qui se prennent une cote, mettons. Je comprends, donc, là, le producteur a, lui, la juste valeur marchande de son travail. Et également, nous, on élimine... On ne paye pas moins cher le café. Je comprends. Donc, on paye la juste valeur marchande au producteur. Donc, c'est vraiment comme ça que nous, puis c'est cette relation-là, une fois maintenant, ils viennent passer du temps chez nous, puis ils viennent matérialiser, comprendre, et la fierté de dire, on goûte à votre café, on aime votre café, et c'est d'autant plus valorisant. Est-ce que je comprends que les Cafés Smith, donc, ont un endroit... Est-ce que ça... Alors, puis là-bas, quand on va en Amérique du Sud, y a-t-il un producteur qui travaille que pour vous maintenant? Ou... Non, parce que là, ça... Mais vous êtes un client privilégié là-bas. Oui, il y a certaines productions qu'on achète de façon importante de certains producteurs, mais notre rêve ultime, on regarde là, pour peut-être éventuellement acheter pour une ferme de café directement, soit au Nicaragua, soit au Honduras, soit on regarde vraiment cette opportunité-là, et c'est d'autant plus valorisant de construire dans les pays producteurs. Oui, absolument. Est-ce que tu dirais que chaque succursale, sans qu'on le voit ou qu'on le sente, a une personnalité différente, réussit à avoir une personnalité différente, mettons celle des plaines, on comprend qu'il y a un côté plus saisonnier, il y en a 12 maintenant. Est-ce qu'il y aurait... Chaque succursale, ça fait partie un peu, parce que moi, je veux pas avoir une chaîne où... Tu fais pas McDo, toi, là, c'est-à-dire je veux pas venir aseptiser l'ensemble de mes concepts. Chaque succursale s'imprègne du milieu social dans lequel elle est. Et peut-être des employés. Exactement. Qui donne une couleur, hein? Exactement. Donc, chaque succursale a l'obligation, justement, de s'approprier de leur milieu. Donc, que ça soit sur Montcalm, ici, le Belvédère, qui fait partie d'un autre milieu, celle de Saint-Louis également, dans le milieu de Sillery. Chaque succursale a son empreinte. Et c'est ce que j'apprécie aussi. Il y a des clients qui font le tour de chacune des succursales pour s'imprégner de différentes atmosphères, que ça soit Lille, que ça soit Charlebourg, que ça soit Sainte-Foy. Donc, chaque succursale a sa signature, mais il y a toujours un fil conducteur. Toujours des signatures au niveau visuel, l'atmosphère et tout ça. Donc, c'est vraiment particulier chez nous. La culture d'entreprise, quand on parle des entrepreneurs, je fais beaucoup d'entrevues là-dessus, je parle avec Simon Saint-Hilaire qui travaille avec les PME, tout ça, la transmission est importante, mais dis-moi, j'ai bien compris ce qu'on dit depuis le début. J'ai l'impression que c'est pas dans un meeting une fois par année que tu fais ça, j'ai l'impression que c'est constamment. C'est constamment. Quand tu parles aux employés, quand tu les vois, quand tu fais une petite erreur ou qu'ils vont des bonnes affaires, tu tapes dans le dos, tout ça, c'est constant? Moi, le premier, j'aime être un commis de café, j'aime être avec ma clientèle et j'aime côtoyer les individus. T'en sers du café encore aujourd'hui? Café, puis surprenez-vous pas, je suis régulièrement sur les planchers et c'est la place où je me sens le mieux dans l'entreprise et c'est là que j'ai les meilleures idées parce qu'un échange tant sur la réalité d'un commis qui vit quelque chose qui aimerait s'améliorer, que ça soit une critique constructive de la part d'un client, mais cette situation-là stratégique, c'est la plus nourrissante et c'est
comme ça que j'ai construit l'entreprise. Évidemment qu'il y a des tâches administratives que je dois faire, mais majoritairement, l'administration fait très bien ce qu'ils ont à faire. Ils sont vraiment meilleurs que moi. Et moi, j'aime être sur les planchers. Puis c'est la clé du succès aussi, c'est que les gens me voient encore. Et là, la réflexion que j'ai, c'est de garder la pérennité de ça. Et c'est ce que je fais actuellement pour transmettre la passion. Évidemment, familialement, je la relève là. Donc, mes amis, mes enfants proches sont là. Et suite à ça, c'est de transmettre cette culture d'entreprise-là. Dis-moi, la restauration, on dit que c'est difficile, puis par les temps qui courent, une des choses qui se dit le plus, puis je voulais savoir si tu penses que vous êtes un petit peu d'un monde à part. Tu vas voir où je m'en vais. Moi, je faisais des blagues, mais je disais, il y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, prenons l'exemple très connu international d'une pizza. Pizza Margarita, ça coûtait 17$. Aujourd'hui, c'est 28$ d'un restaurant. On comprend. On a tous compris, parce qu'on va à l'épicerie, que ça coûte plus cher. Mais ma perception, puis là, ça se peut que je sois dans l'erreur, Jérôme, c'est que quand tu as un café avec des produits, je dis pas qu'ils sont pas chers, là, mais tu sais, des biscuits, des sandwichs, tout ça, t'es un peu restreint dans l'offre totale. Donc, les coûts, ils éclateront pas autant. Est-ce que je me trompe? Je dis pas que le café monte pas, là. Mais est-ce que c'est moins une problématique pour vous? Évidemment que les gens disent souvent le café est rendu cher. Oui, le café... tout est rendu cher. Tout est rendu cher. Mais par contre, on a une offre nourriture qui est, nous, évidemment que la marge bénéficiaire sur une sandwich est moins grande qu'un café. Mais pour rendre l'expérience à la hauteur, est-ce que vous veniriez dans nos cafés si l'atmosphère... Il n'y avait rien à manger, mettons. C'est ça. Donc, ça fait partie d'une complémentarité, ça fait partie d'une offre, mais l'enjeu, dans ce cas-ci, c'est de s'assurer que la fraîcheur soit là, que la sandwich soit produite à bon prix, que le produit soit constant. Et là, on a une cuisine centrale qui fait ça, à Limoilou, donc tout part de là. Mais l'enjeu des prix, tout a augmenté de façon exponentielle à un rythme où également la main-d'œuvre a augmenté de façon très, très grande. Ton monde, c'est sûr que... Donc, une pression qui est là. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Puis nous, nos coffee shops, c'est qu'on a un ratio d'employés très élevé pour offrir une qualité de service rapide, mais il y a un coût à tout ça aussi. Ouais. Alors, ça fait partie de notre réalité quotidienne de trouver une façon où, oui, faire un profit au fin de l'année. On s'entend que c'est pas un mauvais BL, mais le coût est exponentiel. Mais mettons que je vais avec ma blonde dans n'importe quel restaurant de Québec, rue Cartier, n'importe où, c'est la rue Saint-Jean, puis on prend un petit verre de bière. Je m'assure bien standard. Chacun un petit verre de bière, un repas, dessert, taxe pour boire, c'est 100$. On est rendu là. Exact. Mais vous, avant d'arriver à 100$ d'un Café Smith, faut que tu t'en lignes quand même, c'était deux. Oui, t'en prennes quand même pas mal. Ben, c'est ça mon point. Je dis pas que vous êtes exclu du problème, mais j'ai l'impression que ça gère un peu mieux. Le marché change, le comportement du client change. C'est vrai que nous, dans un coffee shop où la facture moyenne est de 10$, c'est un luxe au quotidien que tu peux t'offrir. T'as-tu l'impression que ça fait partie des petits bonheurs que les gens exactement, ils se payent un petit bonheur? Le comportement change, puis si tu te permets d'avoir un échange un petit peu moins impliquant, c'est-à-dire tu viens prendre un café avec un ami ou une amie, et suite à ça, ça t'a coûté 10$, mais t'es pas dans un restaurant où ça te coûte 100$. Mais je pense donc il y a une mutation du marché actuellement, puis de l'offre, parce que les gens me disent, voyons, c'est rendu tu ratisses de 6h jusqu'à 23h, parce que là, on s'entendra que mes coffee shops sont ouverts jusqu'à 23h parce qu'on a rentré les permis d'alcool. Donc, on vend une petite bière pression, bière de micro, des ventes complémentaires. Ça nous permet justement que notre espace, donc le lieu de consommation, maintenant, c'est un milieu de vie, un coffee shop. C'est un plaisir pour toi d'aller, quand tu voyages ou d'aller même ici au Québec, aller dans des coffee shops, voir. Ah oui. Puis, est-ce que pour toi, c'est évident, si je te demande, mettons, comment les Cafés Smith se distinguent des autres? Quand tu parles, lorsque je voyage, oui, je vais toujours m'installer parce que naturellement, le premier point de chute quand tu voyages, si tu veux être au courant de tout, tu vas au coffee shop. Pour voir un peu la dynamique sociale, la dynamique humaine, les conseils, qu'est-ce qu'il y a à faire dans le milieu. Ça, puis le chauffeur de taxi, qui va t'en dire beaucoup. Tu prends le taxi, puis t'arrêtes au coffee shop, tu sors de l'hôtel, il y a au coffee shop. C'est tout. Et la distinction même de ce qu'on est, parce que j'ai pas réinventé la roue, là, je dis non, tu l'as dit. J'ai pas réinventé, là, c'est... Ça existait, des cafés avant. Les cafés avant que j'arrive étaient présents, ce qui fait, puis il y a d'autres cafés qui vont ouvrir, il y a d'autres cafés qui vont trouver leur niche, puis j'encourage les jeunes entrepreneurs à le faire. Et suite à ça, trouvez votre marque de commerce, votre expérience, puis ça va convenir aux gens qui vont adhérer dans le milieu. Donc, c'est j'ai pas la recette magique. Moi, par contre, la grande différence, c'est que je suis encore avec ma gang. Donc, je suis encore avec eux autres et c'est pas du passive income, c'est vraiment du l'active income. Avant que tu t'assoies dans le bureau avec un cigare à regarder par la fenêtre ce qui se passe, ça arrivera pas. Là. Ça arrivera pas. Parce que t'aimes ça. Ben, complètement. OK. C'est un mode de vie. Oui, puis c'est une façon pas juste de checker les employés, c'est de savoir ce qui se passe. Oh, comment, tu sais, dans le fond, puis dans ton cas, je pense que c'est plus une passion, je me trompe pas. Complètement. C'est un mode de vie, je le dis souvent, puis les clients me disent souvent, il me semble que tu es toujours là. Non, je suis pas toujours là. Je suis chez nous. Je vous accueille chez nous.
lorsque vous venez chez nous, ma responsabilité, c'est de vous accueillir correctement et je suis bien chez nous. Fait que si je bricole, je suis chez nous. Si j'accueille, je suis chez nous. Puis ça me fait juste plaisir de partager cette maison-là avec vous autres. J'ai l'impression qu'il y a une image corporative, puis un marketing et, je dirais, tout ce qui se passe dans l'image de la compagnie, c'est plus important qu'avant. Oui, Oui, hein? évidemment que les... À partir de quand c'est devenu important, mettons, dans votre développement? Mon image de marque, la signature que vous reconnaissez sur l'enseigne est Noir la même et... depuis 2012. Hein? Noir et or, c'est ça? Il y avait la signature, la cuillère avec la cuillère couronnée. Donc, l'histoire de ce logo-là, je vais l'expliquer, c'est qu'on se retrouvait sur Place Royale. On a la petite couronne. Donc, sur Place Royale, c'est le clin d'œil qu'on voulait faire. Et l'espace cuisine, donc la cuisine ou la cuillère vient représenter l'offre culinaire qu'on avait à offrir chez nous. Et c'est simplement cette signature-là qui a bien franchi les étapes. On est venu par la suite, le petit nom court Smith, maintenant je m'en vais au Smith, mais au début c'était la maison Smith, la signature corporative. Mais suite à ça, on est venu se positionner en disant Smith, vous adhérez à un mode de vie, une culture, et on a pris des orientations pour soit les programmes sportifs, soit les programmes sociaux, donc ça fait partie de nous. Est-ce que vous développez votre marketing à l'interne ou vous faites affaire avec des agences aussi? Un peu de tout? Un peu de tout, mais à l'interne, on a développé notre département marketing avec l'équipe en place. Et les réseaux sociaux, j'imagine? On géré à l'interne également. OK. Si je te demandais, parce que c'est pas fini, évidemment, tu es encore très jeune, mais un grand moment de fierté jusqu'ici. Moi, j'ai réfléchi à... en fait, je réfléchis pas, en fait. C'est instinctif. J'ai pas le temps de réfléchir. Mais ça va bien. La plus grande fierté, c'est... Moi, j'aime créer le talent, je le dis souvent, puis développer l'esprit entrepreneurial au sein même de l'organisation, de donner un coup de pouce, oui, à prendre conscience des talents de chacun des membres, puis de regarder en arrière, dire, je te l'avais dit, fais-toi confiance, développe tes idées, développe ton argumentaire, viens nous challenger, puis arrive-nous avec une solution. Fait que moi, la plus grande... T'aimes enseigner ce que tu as appris, dans le fond. Complètement. Et j'aime créer le malaise également, pour leur mettre dans la face les mauvais coups qu'ils peuvent faire, mais qui apprennent de ça. Et je ne serai jamais l'individu à prendre par la main. Je dis, fais tes propres expériences au sein du groupe, évidemment que oui, je comprends. Tu comprendras, mais par la suite, je regarde en arrière, je dis, puis là, ils se regardent finalement, j'ai ce qu'il faut pour continuer, mais je dis exactement tout compris, j'en parle, j'ai frissons, c'est vrai, mais c'est ce qui est le plus stimulant de créer du talent, puis de dire, j'ai eu la chance, d'avoir quelqu'un qui me faisait confiance, puis d'avoir quelqu'un qui m'a challengé pour devenir meilleur. Fait qu'au sein du groupe, là, tu poseras des questions, il y en a énormément des exemples comme ça. Puis si les gens ont compris ce que c'était que ce genre de managing-là, ils vont avoir la fierté de représenter ça. Est-ce que tu pourrais dire que ce que tu dis à tes employés en étant mentor, en les aidant, c'est la façon avec laquelle tu aimerais être traité si toi-même tu étais l'employé? Oui, moi c'est... T'essayes de faire pour eux ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, comme le client d'ailleurs. Exactement ça, exactement. Le client qui est là, tu te dis, mettez-vous à la place du client, comment vous voulez être servi? C'est essayer de les... C'est ça, hein? C'est d'entrée de jeu, c'est ce que je leur dis, Gilles. Oui, hein? D'entrée de jeu, lorsque vous venez appliquer chez nous, je dis, là, toi, tu te sens prêt à faire ce que tu as vécu comme client, donc tu as appliqué chez nous, mais es-tu prêt à faire ce que tu as vécu au niveau de l'atmosphère, au niveau de l'accueil, au niveau du service? Faut que tu redonnes ce que tu aimais, là. Exactement, parce que tu es venu appliquer pour ça, vous voulez représenter l'entreprise pour ça, as-tu ce qu'il faut pour le faire? Mais à travers toutes les autres plateformes, il y a plusieurs personnes qui ont adhéré. Bon, on a parlé du côté très positif, un grand moment de fierté. Maintenant, un moment très difficile. Des fois, il y a des entreprises, ils disent, il y a des moments, ça a passé serré au début, où je me suis dit, mettons, tu retournes dans ton champ, tu dis, je suis en train de devenir fou, moi. Y a-tu eu des moments d'incertitude, mettons? Au début, peut-être, là? Au début, non, j'ai jamais eu senti beaucoup d'incertitude parce que je suis quand même assez orgueilleux. Évidemment, j'ai eu des challenges avec ça fait partie de la réalité entrepreneuriale. Mais un des défis, évidemment, que la pandémie, comme entrepreneur, on l'a tous vécu différemment, mais on l'a tous vécu ensemble. Ça a été une des plus grandes périodes de difficiles pour dire... Quand tu as 272 bonheurs qui attendent après ta décision, ça a été une période quand même assez instabilisante. Mais ce qui nous a donné, moi, ce que je voulais faire pendant cette période-là, la période plus tough, j'ai dit, on va trouver un projet porteur pour se réunir à quelque chose. Et j'ai eu l'audace d'ouvrir une succursale en pleine pandémie. Donc, la succursale de Saint-Louis, j'ai dit à ma gang proche, je dis, si on se fait juste écouter ce qui se passe à l'extérieur, on fera rien. On va s'encabaner puis on va avoir peur de tout. Je dis, là, on va
créé l'audace d'ouvrir une succursale, puis ça veut dire Smith est toujours présent malgré ce que l'on peut vivre. Fait que ça a été une période, oui, challengeante, et dire... Mais ça a-tu marché sur le champ quand t'as ouvert? Ben, quand on a ouvert, on s'est concentré sur un projet porteur et là, oui, effectivement, la clientèle nous a suivis puis elle nous a accompagnés puis on a développé justement tout le site web parallèlement à ça. Donc, chaque revers m'amène à T'as eu du temps pour faire des choses que t'avais pas le temps de faire. Exactement. On a raffiné justement la structure d'organisation. Ça nous a permis un peu, la COVID, de mettre le développement sur pause, faire un plan de match beaucoup plus structuré, je comprends. Et à partir de là, appliquer. On a même fait un plan stratégique en pleine pandémie. Alors, c'est un peu atypique. On faisait un plan stratégique avec ce qu'on vivait en pleine pandémie, puis suite à ça, on l'a appliqué, ça l'a avancé. Ça a été quoi ton plus grand apprentissage en affaires? Parce que tu dis que t'as tout bâti quasiment, pas sa gueule, mais tu sais, au fil du temps, là, elle va comme je te pousse, puis avec ton intuition, mais le plus grand apprentissage... Ben, je dois t'avouer que l'humain me surprendra toujours. Je fais souvent référence à l'humain parce qu'on vit tous une adaptation avec l'humain. Puis les plus grands apprentissages, il y a certaines limites. Puis récemment, j'ai vécu des différentes situations personnelles qui m'ont challengé et de comprendre où était rendue la génération que l'on coachait maintenant. Fait que cette période-là, ça a été une période d'adaptation où j'ai pris l'ampleur, j'ai pris le recul pour dire, attends un peu, là, je représente beaucoup plus que le simple commis de café qui prend des décisions. Alors, quand je rentre dans un établissement, mon regard n'a pas changé, mais le regard du commis a changé également. Donc, génération différente. Exactement. Donc, une génération un petit peu plus sensible sur une critique, sur un accompagnement, une proximité. Donc, ça, j'ai appris récemment à ne pas dépasser certaines limites de la proximité. Alors ça fait partie de l'apprentissage récent que j'ai pu avoir et qui a été très challengeant. Quand on dit, parce que tu engages des jeunes aussi, on dit que souvent, ils ont des ambitions, mais en même temps, ils veulent équilibrer leur vie, loisirs, puis tout ça. Fait que certains disent sont moins vaillants. Bon, comment tu jugerais ça? Ça dépend qui, hein, j'imagine? Ça dépend des individus? Ça me fait rire parce qu'on en échange. Évidemment, autour de la table, j'en ai trois flots qui sont autour de cette table-là d'entrepreneurs et on échange sur la réalité. Je suis pas prêt à dire qu'ils sont pas vaillants, c'est qu'ils veulent trop vite faire ou avoir le succès. Okay. Mais ils sont hyper vaillants parce que les miens, ils le sont, puis j'en côtoie beaucoup qui sont très, très, très vaillants. Par contre, l'échange de l'instantanéité et la peur du revers crée des problèmes anxieux dorénavant très importants. Okay. Donc, c'est cette pression sociale-là que ces jeunes-là vivent. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai. Pour bien des jeunes, en même temps, tu veux être à la hauteur, mais... tu veux pas déplaire? En fait, ils sont en jugement direct sur les réseaux sociaux par rapport à un comportement, mais ils transposent ça au niveau professionnel, au niveau école, au niveau personnel. Donc, ça fait partie des enjeux que, comme entrepreneur, on doit s'adapter régulièrement. Dis-moi, Jérôme, est-ce que c'est difficile, quand tu as des opportunités, quand tu as une business comme vous qui va bien, qui se développe bien, de rester, là, je veux dire en anglais, mais rester vraiment focusé, c'est-à-dire que tu pourrais des fois être tenté de... On étire un peu à gauche. Tu comprends ce que je veux dire? Ouvrir un peu la machine, mais là, tu dis, OK, moi, j'ai mon café au centre, j'ai tout ce qui fait l'expérience du café autour. Est-ce que j'ai besoin d'en faire plus que ça? Parce que dans le fond, c'est ton développement, quand tu dis on va développer la torréfaction, on va peut-être aller avoir une terre là-bas en Amérique du Sud, tout ça est lié au café. Là. Complètement. Mais je me dis, ouvrir sur... Tu comprends ce que je veux dire? Ouvrir, mettons, je dis n'importe quoi volontairement, ouvrir sur une panoplie de desserts ou de pizza, là, tu seras un peu en dehors de tes pompes. Parce que c'est dur de... En fait, faut ramener notre offre de produits. On en parlera avec la directrice générale qui trouve que notre offre de produits est beaucoup trop large. Par contre... C'est à cause de toi, ça? Non, en fait, c'est la clientèle qui nous pousse à avoir des idées constamment. Elle dit, vous devriez avoir ça, donc il faut raffiner la gamme de produits. Elle trouve qu'il y en a trop. Okay. Oui, mais ça fait partie de la demande. Puis on peut pas, à un moment donné, il faut choisir. Ouais, mais là, pourquoi vous enlevez ce produit-là? Je l'aime bien beaucoup. Ouais, mais j'aimerais mieux. Non, fait que là, les clients nous poussent quand même à garder certains bons vendeurs. Par contre, ne pas se perdre sur des orientations. Oui, tu parles de la pizza parce que récemment, on s'est lancé dans l'aventure de pizzeria sur Charlebourg, la seule succursale où est-ce qu'on offre de la pizza. Je savais même pas, j'ai lancé ça dans les l'idée, mais nous, on a récupéré l'ancien four à pizza qui était dans le manoir du spaghetti qui offrait la pizzeria. Donc, nous, comme me connaissant, il y a une opportunité là, il y a un beau four à pizza. Pourquoi pas? Alors, on a une Italienne qui travaille avec nous. Pourquoi pas lancer l'histoire de la pizzeria? Est-ce que ça marche? Ça fonctionne, ça répond à un besoin. Oui. Puis étrangement, le besoin, on a gagné le concours de la meilleure pizza dans le cadre de la Pizza Oui. Voyons, ça marche. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Alors, on va continuer. Alors, oui, des opportunités nous amènent à nous déstabiliser, mais on va nicher ce qu'il y a là. Mais c'est autre chose. Est-ce que tu te sens obligé de toujours innover? Non, je me sens pas obligé. C'est moi-même qui crée tu crées tes besoins. Je comprends. OK. Dernière question. Ça va vite, là, ça va bien, mais c'est vraiment intéressant. Si tu pouvais prendre un café avec avec Jérôme de 20 ans,
quand tu avais 20 ans. Qu'est-ce que tu dirais? Sois donc un peu plus patient. Sois plus, puis apprécie chaque moment de chaque étape de ta croissance et chaque moment où pour dire, tu te crées un terrain de jeu, mais une fois que ton terrain de jeu est construit, tu veux t'en aller jouer sur un autre terrain de jeu. Tu pourrais-tu juste... Ça, c'est ton TDAH qui ressort? Oui, possiblement. Possiblement que c'est un TDAH. Mais en fait, c'est comme un... C'est ce que je voudrais lui dire. Prends ton temps, profite de ce que tu as construit, puis sois fier de ce que tu as construit aussi. Parce que des fois, tu ne te mets pas la tête au-dessus du nuage, tu regardes, puis profite donc de ce que tu as construit, puis amuse-toi sur ce terrain-là, et plutôt de toujours être en train de tirer avec la locomotive qui tourne de plus en plus vite. Par contre, c'est un concours de circonstances. C'est certain que comme individu, j'aime me challenger, mais les individus qui m'accompagnent veulent avoir des challenges à la hauteur de leurs compétences également. Est-ce que ça pourrait, je disais sa dernière question, c'est jamais la dernière question, mais est-ce que ça pourrait être aussi très rassurant pour toi, Jérôme, de voir que dans l'entreprise, il y en a qui poussent et qui, un jour, vont pouvoir être la relève et peut-être être meilleurs que toi? Souvent, c'est une façon de réussir, ça. J'espère qu'ils seront meilleurs que moi, puis sont vraiment meilleurs de moi dans des sphères. Des domaines, des sphères, oui. Ils veulent, oui, avoir l'aval, mais souvent, l'aval, ils savent déjà la réponse. Donc, effectivement, que la relève est là, qui me pousse. Ça, c'est rassurant? Complètement. Et déstabilisant aussi. Parce que tu veux t'assurer que l'entreprise soit pérenne, non pas juste à cause de ma vision, mais également la vision qui a été partagée de l'ensemble du groupe. Ça fait partie de la réalité. Hey, merci beaucoup d'être passé. C'est très gentil, Jérôme Turgeon. Les Cafés Smith. On y va. De toute façon, viens nous voir, ça nous fera plaisir. Salut.